Strasbourg, 14 juillet 1518. C'est une journée chaude et ensoleillée, et tout le monde vaque à ses occupations. Tout le monde, sauf une jeune femme, qui danse, seule sur la place de la ville. Cette jeune femme, c'est Frau Trophea. Jusqu'ici, rien d'anormal, sauf que celle-ci ne semble pas vouloir s'arrêter de danser. Elle va continuer des heures durant, et ce malgré la fatigue et la transpiration qui mouille ses vêtements. Plus tard dans la journée, elle va être rejointe par d'autres habitants, et ensemble ils vont entamer une danse folle et frénétique, qui semble inarrêtable. Alors que les rangs des danseurs grandissent, on se rend compte d'une chose assez frappante. Ces derniers semblent essayer de se débattre et de protester, mais pourtant ne parviennent pas à arriver à arrêter de danser. C'est comme si c'était une entité extérieure qui les forçait à danser. Un à un, des Strasbourgeois vont se rajouter à cet étrange cortège qui va atteindre, selon les historiens de l'époque, jusqu'à 400 danseurs. Ils sont devenus foules et certains, épuisés, tombent de fatigue. D'autres iront même jusqu'à mourir d'épuisement, rapportent les historiens. Ces Strasbourgeois ont été frappés par ce qu'on appelait alors le mal de Saint-Guy, une maladie de l'époque qui poussait les corps des malades à convulser et en quelque sorte à danser inlassablement jusqu'à ce que mort s'en suive. Étrange. D'autant plus étrange que cette maladie est neurologique et donc en aucun cas contagieuse. Bienvenue dans cet épisode de Mind Games, dans lequel nous allons essayer de voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé à Strasbourg en 1518. Mais d'abord, laissez-moi couper cette musique qui contient des infrasons. On a récemment découvert que l'écoute prolongée de ces derniers peut causer des maux de tête, donc si vous commencez à ressentir une légère douleur, sachez que c'est parfaitement normal. Ou pas. Car cette histoire d'infrason est complètement fausse. D'abord, il n'y en a pas dans la bande-son que vous avez écoutée, et même s'il y en avait, ils sont parfaitement inoffensifs et n'auraient aucun effet sur vous. Si vous avez ressenti une douleur, c'est que vous avez été victime d'un nocebo. Le nocebo est la version désagréable du placebo. Si vous ne connaissez pas l'effet placebo, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. C'est très facile de trouver des articles et des études qui parlent de cet effet. Mais pour expliquer ça simplement, l'effet placebo, c'est le fait de conférer un pouvoir à un objet ou à quelque chose qui n'en a pas. Il est très souvent observé en médecine, par exemple dans le cas où un médecin donnerait à un patient un faux médicament. Mais par un phénomène d'auto-persuasion, le patient fait fonctionner le médicament comme si c'était un vrai. Donc comme je disais, le nocebo, c'est un peu la version maléfique du placebo. C'est-à-dire que au lieu de conférer un pouvoir bénéfique à quelque chose, on va lui conférer un pouvoir nocif, comme son nom l'indique. Ici, par exemple, je vous ai dit que la musique faisait mal à la tête, donc vous avez eu mal à la tête. Et ce phénomène de nocebo, c'est en quelque sorte ce qu'ont expérimenté les habitants de Strasbourg en 1518, mais à bien plus grande échelle. En fait, le mal de Saint-Guy à cette époque, c'était une maladie très redoutée de la population. Certains historiens rapportent même que l'insulte la plus dégradante que l'on pouvait dire à l'époque était tout simplement « que Dieu t'envoie Saint-Guy ». Tant cette mort était atroce. Ça montre que la maladie était très présente dans l'esprit des gens à l'époque, et ils considéraient vraiment que c'était Saint-Guy lui-même qui était responsable de la maladie, et que cette fièvre était une sorte de punition qu'il donnait aux humains qui se seraient mal comportés. Il faut également savoir qu'au XVIe siècle, dans la région, les temps étaient très durs, et la menace de la famine planait sur les paysans, qui constituaient une grande partie de la population à l'époque. Ils devaient donc travailler très dur, et il est facile d'imaginer qu'ils étaient très stressés. Ce qui s'est passé, du moins ce qu'estiment aujourd'hui les chercheurs, c'est que notre première malade, Frau Trophea, elle, a réellement contracté la maladie. Elle a vraiment été touchée par la fièvre de Saint-Guy. Mais les autres, les 399 autres, si on peut dire, eux, ont été victimes d'un nocebo. Ils ont pensé qu'ils étaient malades.
En fait, ils ont pensé que c'était Saint Guy qui les punissait. Ils ont alors tous spontanément développé les mêmes symptômes, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec près de 400 personnes atteintes de la même fièvre dansante dans les mêmes rues de Strasbourg. Donc là, vous vous dites sûrement que c'est quelque chose qui est arrivé au Moyen-Âge et que ça pourrait absolument plus se produire aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui a été causé par l'obscurantisme du Moyen-Âge et les croyances de l'époque qui sont absolument plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et maintenant qu'on sait que ce n'est pas Saint Guy qui punit les êtres humains par des maladies, ça serait inenvisageable d'avoir ce type de cas aujourd'hui. Eh bien, avant de me plonger dans de plus profondes explications, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Cette histoire, c'est celle de Katie, une lycéenne américaine qui habitait dans la ville de Leroy, dans l'État de New York, aux États-Unis. Un après-midi, en août 2011, Katie se réveille d'une sieste et sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a des spasmes et des mouvements incontrôlables. Ses parents la conduisent immédiatement à l'hôpital et les médecins décident de la garder quelques jours en observation. Les symptômes de Katie sont tantôt légers, tantôt plus forts, mais les médecins finissent par poser un diagnostic. Katie est atteinte du syndrome de la Tourette. Ce diagnostic étonne tout le monde à l'époque, parce que cette maladie n'est pas connue pour se développer spontanément chez des adolescents. D'habitude, elle est plutôt présente dès l'enfance et au contraire, en vieillissant, s'amoindrit, voire disparaît complètement. Mais néanmoins, c'est le diagnostic que vont poser les médecins et que les parents de Katie vont avoir beaucoup de mal à accepter. En fait, les parents iront même jusqu'à mettre cette maladie sur le dos d'un accident de transport de produits chimiques qui serait produit dans les années 70 dans le village où ils habitaient. Selon eux, c'est en polluant le sol que ces rejets auraient infecté leur fille et ainsi causé les symptômes dont elle a été subitement victime. Alors bien sûr, cette affaire va faire le tour des médias locaux et tous les plateaux télé, tous les journaux vont pendant quelques jours ne parler que de cette Katie qui a subitement développé une maladie qui d'habitude n'apparaît pas comme ça. Et ce qu'on va observer dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, c'est que plusieurs des camarades de Katie, qui fréquentaient le même lycée, vont un à un se rendre à l'hôpital local et chacun d'entre eux va être diagnostiqué avec le syndrome de Gilles de la Tourette. En fait, ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose qu'à Strasbourg en 1518. C'est-à-dire que ces lycéens américains se sont auto-persuadés qu'ils étaient atteints de la même maladie que leur camarade Katie. Ce phénomène, on l'appelle le syndrome de conversion, ou plus simplement l'hystérie collective. C'est tout simplement quand un large groupe de personnes qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres se retrouvent atteints d'un même trouble psychique, et ce, sans explication rationnelle. Les chercheurs donnent 3 causes à ce phénomène d'hystérie collective. Pour eux, pour qu'un tel phénomène apparaisse, il faut tout d'abord que les malades, les personnes, soient mises dans une situation de stress. Il faut que l'ambiance, l'environnement dans lequel elles vivent, soit relativement stressant pour que ça puisse apparaître. C'est la première condition. Il faut ensuite qu'il y ait un danger qui soit bien déterminé, distinctement. Et enfin, la dernière condition, c'est qu'on doit avoir un premier cas, qui doit, semble-t-il, lancer ce phénomène d'hystérie collective. Ce qui est intéressant, c'est que dans chacune de ces 2 histoires, dans chacun de ces cas, on retrouve bien ces 3 causes. À Strasbourg, en 1518, on a déjà pu poser le fait que les paysans étaient très stressés, pour des raisons de famine, et sûrement également de guerre. En tout cas, on sait que les temps étaient très durs à l'époque, ce qui explique le stress dans lequel était plongé le monde paysan à ce moment-là. Il y a également un danger qui est visiblement identifié. Alors, il s'agit
tout simplement du personnage de Saint Guy, qui est certes une croyance, mais qui peut rester un objet qui représente le danger pour ces personnes. Et ici, c'est bien ce personnage de Saint Guy qui a un peu canalisé la peur des gens. Et enfin, le premier cas, il n'est pas difficile à identifier, c'est tout simplement notre première malade, Frau Tofea, qui a un petit peu lancé ce phénomène d'hystérie collective. Et également, dans l'État de New York, en 2011, les chercheurs qui sont intéressés à cette affaire ont pu identifier que les étudiants étaient également stressés dans ce lycée parce que c'était une période d'examen qui arrivait et il y avait une ambiance un petit peu de stress, de compétition, tout ça, qui pouvait expliquer que les étudiants là-bas soient stressés. Et on avait également ce danger qui avait été identifié par les parents de Katie. C'est cet accident de transport de produits chimiques qui aurait, semble-t-il, contaminé le sol de la ville où ils habitaient et qui, selon les parents, aurait causé tous les symptômes de leur fille. Katie, bien sûr, elle, se trouve être le premier cas de cette prétendue épidémie du syndrome de Gilles de la Tourette. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucun des étudiants du lycée, ou même des habitants de Strasbourg, n'a simulé les symptômes. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Seulement, c'est leur cerveau qui s'est lui-même convaincu qu'ils étaient malades. Et ainsi, ils ont réellement développé la maladie. C'est en quelque sorte un effet nocebo, mais vraiment à une grande échelle, et surtout qui arrive à de très nombreuses personnes en même temps. Même s'il y a près de 500 ans d'écart entre les deux événements, on retrouve donc exactement les mêmes mécanismes, c'est-à-dire un phénomène d'hystérie collective. Et c'est là que va rentrer en jeu cette histoire de l'avant-ville. Pour certaines personnes qui ont pu s'intéresser à ce phénomène, le syndrome de l'avant-ville tel qu'il nous est présenté, c'est tout simplement un cas d'hystérie collective. Pour ceux qui ne connaissent pas le syndrome de l'avant-ville, je vous invite à nouveau à faire vos recherches. C'est vraiment, encore une fois, très simple à trouver. C'est quelque chose qui est très connu sur Internet. Mais ça aurait commencé aux alentours de 2012 ou 2013 sur un forum qu'ils appellent Pastebin. Et ça a commencé avec un texte d'une personne qui globalement rapportait que des enfants et adolescents japonais se seraient tout simplement donné la mort après avoir écouté une musique issue du jeu Pokémon dans le célèbre village de l'Avant-Ville. Cette musique serait donc maudite et causerait à n'importe qui l'écoutant pendant une durée trop prolongée de se sentir déprimé et dans le pire des cas, de se suicider. Ce qui est compliqué avec cette affaire, c'est que c'est extrêmement compliqué de démêler le vrai du faux. Comme cette légende urbaine a pris énormément d'ampleur, on a entendu un peu tout et n'importe quoi. Mais dans cette vidéo, on va s'en tenir aux propos originaux, ceux qui ont lancé cette frénésie autour de cette histoire de musique de l'Avant-Ville. Et on va considérer que c'est vrai. On va prendre au pied de la lettre ce post original et essayer d'y voir un peu plus clair. Cette fameuse musique de l'Avant-Ville, il faut quand même reconnaître qu'elle est intrigante. Elle a une tonalité qui est vraiment particulière et c'est assez facile d'imaginer que c'est de cette musique qu'est partie cette histoire. C'est pas par hasard que c'est le jeu Pokémon qui a été choisi comme le déclencheur de toute cette folie, puisque quelques années auparavant, et ça pour le coup ça a vraiment été prouvé scientifiquement, il y a un épisode du dessin animé Pokémon qui était passé sur des chaînes de télévision au Japon. Et en fait, lors de l'apparition d'un Pokémon qui s'appelle Porygon, il y avait eu des flashs de lumière très rapides et très intenses qui sont apparus à l'écran et qui ont, pour le coup, réellement causé des crises d'épilepsie chez les enfants épileptiques qui ont eu le malheur de regarder cet épisode. Donc forcément, le jeu Pokémon, déjà, il était catalogué comme quelque chose de potentiellement dangereux, puisque c'était déjà quelque chose qui avait vraiment rendu malade, si on peut dire, des enfants.
Donc c'est pas étonnant que ça soit ça qui ait été choisi. Et ensuite, tout simplement, ce qu'on peut imaginer, c'est que les enfants qui étaient concernés, ils étaient sûrement très stressés par l'école, peut-être par leurs parents, peut-être que c'était des enfants qui, voilà, étaient dans une situation vraiment stressante. Donc il est tout à fait possible qu'en fait, ce soit ça, cette situation qui ait déclenché cette hystérie collective qui a été associée plus tardivement à la musique de l'avant-ville. Il n'est pas totalement inimaginable qu'un enfant se soit réellement suicidé après avoir écouté cette musique. Et donc, c'est cet incident, ce fait divers, qui aurait rendu la musique, entre guillemets, dangereuse. Et qui l'aurait mis au centre de cette légende urbaine selon laquelle écouter cette musique, ça pourrait nous causer des problèmes. Le plus étonnant, c'est que cette légende urbaine a fait le tour d'Internet et que partout autour du monde, des gens ont rapporté s'être sentis mal à l'aise, s'être sentis ailleurs, avoir ressenti quelque chose de désagréable pendant l'écoute de la musique de l'avant-ville. Et c'est là qu'on voit vraiment la force de ce phénomène d'hystérie collective, c'est-à-dire que les gens n'étaient même pas présents, et pourtant partout autour du monde on a pu expérimenter l'effet de cette musique qui soi-disant rendrait les gens déprimés ou les ferait, dans les pires des cas, se suicider. Un nocebo qui voyage par internet, c'est flippant, mais pourtant, si on en croit ce post original sur le forum Pastebin, c'est bien ce qui s'est passé avec cette histoire de musique de l'avant-ville. Et ça montre bien que, peu importe les croyances, peu importe la culture, on sera toujours sujet au même phénomène. Un saint qui punit les êtres humains, des déchets chimiques ou une étrange musique dans un jeu vidéo. Ces trois cas, bien que très distincts, ont pourtant en commun ce phénomène d'hystérie collective qui semble inexplicable mais qui pourtant, de temps à autre, réapparaît dans des situations où les gens peuvent être particulièrement stressés. Je vais me répéter un peu, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en aucun cas ces personnes ont simulé ou fait semblant d'avoir des symptômes. Ils n'ont pas essayé de suivre une mode, c'est simplement leur cerveau qui les a convaincus qu'ils étaient atteints réellement de ces symptômes. Ça peut arriver à tout le monde, et il ne s'agit pas d'être particulièrement fragile psychologiquement. Une simple situation de stress couplée à un danger qui est précisément identifié suffit à développer des épisodes effrayants d'hystérie collective. Et c'est un mécanisme que peuvent utiliser par exemple les gourous de sectes pour faire craindre à un grand nombre de personnes une même chose et ainsi les forcer à se rallier à sa cause. C'est quelque chose qui est encore aujourd'hui assez mal compris, mais que je trouve personnellement très intéressant. Alors j'espère que vous en aurez un peu appris et que ces histoires vous auront quelque peu intéressé. Je vais mettre tous les articles et toutes les vidéos dont je me suis servi pour constituer mes recherches dans un Google Doc que je mettrai dans la description. Comme ça, si vous avez envie d'en savoir plus sur une quelconque affaire qui a pu être évoquée, libre à vous de regarder ceci. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en attendant la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. C'était le premier épisode de Mind Games. Cordialement.